FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, donc, la parole est directe avec lui, M. Dominique Huerta, consultant en gouvernance démocratique, ancien représentant résident des caisses en Guinée, entendez, Centre européen d'appui électoral. Il est en notre compagnie pour nous délivrer sa lecture de la nouvelle donne politique en Guinée, consécutivement au coup d'État survenu dans notre pays le 5 septembre dernier. Bonjour à vous, M. Huerta. Bonjour à vous. Bienvenue sur FIM FM. Merci beaucoup Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir en tout cas. Et, bonjour à tous vos auditrices et vos auditeurs. Bienvenue. Allez, première question avec vous, Cabinet Fofana. Alors, Dominique, comment vous percevez cette transition? Selon vous, comment elle devrait être menée? Écoutez, je pense que il faut partir d'abord d'un constat, c'est qu'il y a en effet eu cette prise de pouvoir qui est quand même de manière pas trop violente, qui s'est déroulée dans des conditions, même s'il y a eu, on peut déplorer évidemment les morts qu'il y a eu du côté du palais présidentiel au moment de l'attaque du 5 septembre. Ouais. Mais c'est vrai que cette prise de pouvoir ne s'est pas faite d'une manière violente, telle qu'on aurait pu le croire ou le penser, ou telle qu'on peut le voir dans d'autres pays, où notamment, si vous vous rappelez, le premier coup d'État au Mali a été terriblement violent. Il y a eu plusieurs dizaines de morts, plusieurs pillages de magasins. Ici, on voit quand même que ce qui s'est passé le 5 septembre n'a pas complètement déstabilisé l'ordre public et finalement l'organisation de la Guinée et de son État. Alors maintenant, comment envisager cette transition? Je pense que le chef de l'État a fait, me semble-t-il, ce qu'il fallait faire. Il y avait deux options. Soit on se concentrait d'abord sur le Conseil national de la transition, et donc on nommait les fameuses personnes qui vont devoir faire office d'assemblée parlementaire le temps de la transition. Oui. Et puis, une fois qu'on avait ce CNT, on nommait éventuellement un gouvernement issu soit du CNT, soit en tout cas avec un aval du CNT. Bon, le chef de l'État a préféré mettre la priorité sur la nomination du gouvernement. Bon, moi, je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça, en tout cas en tant qu'expert. Je rappelle bien que moi je suis expert technique, je ne suis pas un politicien guinéen ni européen. Ouais. Et donc en termes techniques, je pense que l'approche qui a été choisie est une bonne approche. Et donc on a maintenant en effet un gouvernement complet. Bon, ça a pris un peu de temps, mais moi je n'ai jamais trouvé que c'était d'abord très lent. Et je peux vous dire que quand on compare avec le voisin de la Guinée, à savoir le Mali, ça a été quand même un peu plus compliqué au Mali qu'en Guinée, puisque finalement, en même pas 2 mois, on a un gouvernement complet qui est prêt en ordre de marche. Bien. Maintenant, donc pour l'instant, on peut dire que la transition elle est bien enclenchée. Moi, je pense qu'elle est bien enclenchée. Maintenant, Bien. il est évident que la priorité et l'urgence, c'est bien entendu la mise en place du Conseil national de la Bien, transition. on va évoquer justement cet autre chantier qui se dresse devant le CNRD et les missions essentielles donc sur lesquelles devrait porter cette transition. On poursuit le débat avec M. Dominique Huerta dans un court instant. 25 minutes donc pour dire toute sa vérité sur la transition en cours en Guinée. On revient avec vous, Cabinet Fofana, pour la suite de cette interview. Monsieur Huerta, plusieurs projets ont été portés par... Il parlait du CNT déjà avant la pause. Il a dit que le gouvernement a été mis en place, même si le délai pour le faire a été un peu long à ses yeux. Et désormais, le chantier qui se dresse devant le CNRD, c'est celui de la mise en place du CNT conformément à la charte de la transition. Oui, tout à fait. Rappelez-vous quand même que la Guinée a connu Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bien. a connu un phénomène similaire il n'y a pas si longtemps que ça, puisque entre 2010 et 2013, avant qu'on ait les élections législatives, après les élections présidentielles de 2010, eh bien, il y a eu ce Conseil national de la transition qui a été mis en place, avec d'ailleurs un médiateur, si je ne me rappelle bien, qui, comme par hasard, est le même pour cette fois-ci. Evelyne Chambas. Si j'ai bien compris et si j'ai bien lu, en effet, c'est M. Chambas qui revient comme médiateur au nom de la communauté
international ou de l'ONU et de la CEDEAO afin de pouvoir continuer cette médiation entre l'organe de la sous-région, la CEDEAO, et la République de Guinée. Donc je pense qu'on est plutôt avec des personnalités qui connaissent très bien le terrain, qui vont permettre sans doute qu'on ne perde pas trop de temps dans l'achèvement des institutions de la transition. Bien. Avant Justement, de passer, bien entendu, ouais, au rendez-vous. justement là-dessus, M. Ouvert, l'un des points qui risque de gripper les relations entre la Guinée avec la junte au pouvoir et la CEDEAO, c'est justement c'est la question du délai de la transition. Et là-dessus, la CEDEAO, sortie de son sommet d'Accra dimanche, exige encourager la junte à proposer rapidement un chronogramme détaillé des activités devant mener à des élections, mais conformément à son communiqué, au communiqué qui a sanctionné son sommet du 16 septembre. Ce qui veut dire que la CEDEAO reste sous le délai de 6 mois. Comment concrètement vous pensez que ces exigences de la CEDEAO peuvent être entendues et exécutées par la junte au pouvoir en Guinée? Écoutez, moi, pour être très franc, je pense franchement que le délai de 6 mois était quand même un tout petit peu exagéré. Et que, sans vouloir, bien entendu, faire en sorte que cette transition dure éternellement ou dure longtemps, je pense quand même que mettre un délai aussi court à un nouveau pouvoir qui a envie de changer complètement l'approche politique ou l'approche de la gestion du bien public, c'est-à-dire de la Guinée, moi je pense qu'en 6 mois c'est un petit peu compliqué. Alors je pense qu'il y aura en effet encore un nouveau sommet vers le 12 décembre si j'ai bien lu. Cela va permettre, avec sans doute M. Chambas, de pouvoir être un peu plus flexible sur ce délai des 6 mois. Parce que rappelez-vous que nous avons le même débat en République démocratique du Congo, nous avons le même débat bien entendu en République du Mali, et moi je pense qu'il vaut mieux organiser de bonnes élections dans de très bonnes conditions plutôt que de respecter un délai initial qui permettrait sans doute ou peut-être de ne pas avoir un processus électoral qui soit justement satisfaisant. Les bonnes élections, dans quel délai? Dans quel délai en tant qu'expert de la chose électorale? Moi je pense qu'avec 12 mois on peut y arriver sans trop de soucis, pour autant qu'on mette le CNT rapidement en place et que les gens commencent à travailler vraiment sur les réformes qu'il va falloir commencer à mettre sur la table pour organiser un processus électoral transparent et inclusif. Si ça ne se limitait qu'au processus électoral, vous estimez que 12 mois suffisent justement. Oui, maintenant. Si à côté du processus électoral lui-même, il y a un autre agenda que la junte a, celle de corriger les institutions de la République, de mettre les fondamentaux. Il y a une autre constitution. D'autres choses. Donc là-dessus, vous pensez qu'ils auront raison d'aller au-delà d'un an, peut-être jusqu'à un an, 18 mois ou 2 ans. Parce que les missions de la transition ont été définies par le chef de la junte. Ce n'est pas seulement le processus électoral. Justement. Non, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je pense qu'en effet, sur les questions électorales, on peut aller sur 12 mois. Maintenant, si on veut vraiment faire un grand changement institutionnel en Guinée, je veux dire, nous avons tous les experts qu'il faut ici dans le pays pour le faire, et je ne crois pas qu'on a besoin d'avoir 18 mois pour réfléchir sur une nouvelle constitution ou sur de nouvelles lois organiques qui doivent mettre en place les institutions de la République. Je pense qu'il y a un travail formidable qui a été fait quand même pendant justement le premier Conseil national de la transition entre 2010 et 2013. Peut-être faut-il corriger certains aspects de la Constitution, ça j'en suis certain. Peut-être faut-il corriger certaines lois organiques, comme celle sur la Commission électorale nationale indépendante, comme celle sur la Cour constitutionnelle, comme celle sur les différentes institutions qui existent ici dans la République depuis la nouvelle Constitution de 2010. Mais je ne pense pas que ces chantiers-là exigent ou demandent qu'il y ait une prolongation à 18 ou 24 mois. Maintenant, on a bien entendu quand même le discours à l'installation de chacun des ministres. Oui. Chacun des ministres a envie de marquer de son empreinte, Ouais, son passage dans ce gouvernement de transition. Et c'est clair qu'en 6 mois, qu'est-ce que vous voulez qu'un ministre puisse faire? Pas grand-chose. S'il faut des résultats, il est évident que pour ces ministres-là et pour le gouvernement,
il faudra un délai un peu plus grand, un peu Bien. plus long que les 6 mois que la CEDEAO impose actuellement à la République de Guinée. Bien. Monsieur Dominique Huerta, notre invité, on poursuit avec vous, Mohamed Mara. Dominique, en parlant de réforme institutionnelle, il y a un débat qui commence à naître. Je pense que il va s'imposer. Il concerne l'OGE. Ouais, La tout à fait. CENI jusqu'à récemment, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une sorte de retour à la normalité, comme au Sénégal, que ce soit l'administration elle-même désormais qui organise les élections. Mais pour cela, il y a un préalable, il faut dépolitiser cette administration-là, il faut former des cadres à cet effet, peut-être même en allant recruter l'expertise en dehors de l'administration publique. Quel est votre regard, vous qui avez contribué énormément à former les acteurs électoraux en République de Guinée? Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de matière aujourd'hui, peut-être pour étoffer l'administration du territoire en expertise et aller dans ce sens-là? Moi, je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra que ce soit l'État qui reprenne le contrôle de l'organisation des élections. Et bon, si c'est l'État, c'est soit le ministère de l'Intérieur, dans certains pays c'est le cas, soit en effet le ministère de l'Administration du Territoire. Actuellement, et je pense que pour le prochain scrutin, c'est un petit peu hasardeux de vouloir supprimer la Commission électorale nationale indépendante et de donner justement la compétence de l'organisation des élections à l'administration du territoire. Je pense que par contre, dans un délai de 5 ans, on peut vraiment réfléchir après les élections qui seraient pour moi encore organisées avec la Commission électorale nationale indépendante, ou en modifiant la loi organique, il est peut-être possible, parce que moi je plaide vraiment pour ça, pour que cette CENI, cette Commission électorale nationale indépendante, soit véritablement indépendante, c'est-à-dire qu'elle soit technique et qu'il n'y ait plus de représentation politique au sein du bureau. Donc si on vous suit très de bien, l'Assemblée de la ce CENI. serait vraiment De la risqué plénière. de supprimer la CENI dans le Ouais, contexte je pense. actuel et de Ouais. tout confier, Ouais. confier l'organisation de Je toutes pense les que c'est élections trop tôt. au MATD. Je pense que c'est trop tôt, même si je peux faire confiance au ministre du MATD, mais vous l'avez très bien dit, la question n'est pas au niveau du ministre, la question est au niveau de toute l'administration et de toute la chaîne qui existe au niveau de l'administration du territoire, où là, on peut quand même avoir quelques craintes qu'il n'y ait pas d'objectivité et d'indépendance suffisante au niveau du ministère. Très bien dit. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, mon cher Domo, quels sont aujourd'hui les pièges à éviter pour ne pas que cette transition soit dévoyée? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, est-ce qu'un président de transition doit-il prêter serment? Deux bonnes C'est une deux très bonne questions. question. Très bonne... Oui, moi je pense qu'il peut prêter serment, mais la meilleure manière de pouvoir prêter serment, c'est quand même de mettre en place le CNT, le Conseil national de la transition. Et je ne dis pas qu'il doit prêter serment devant le Conseil national de transition. Il peut tout à fait prêter serment devant la Cour constitutionnelle, comme c'est prévu. Dans le cas guinéen, devant la Cour suprême, parce que la, La Cour suprême, pardon. Tout est à en fait. dissoute. Tout à fait. Ouais. La Cour suprême, pardon. Et donc oui, pourquoi pas, moi je pense que ce serait un beau geste, en tout cas de sa part, de montrer qu'il respecte justement les institutions de la République et qu'il n'est pas au-dessus. Maintenant, par rapport aux pièges, je pense qu'un des pièges, on l'a évoqué un tout petit peu, c'est bien entendu la durée de la transition. Et là, il ne faut pas qu'il y ait trop de dérapage sur la durée de la transition, parce que ça risque de fatiguer leur population, ça risque de fatiguer les partenaires, qu'ils soient internationaux ou même nationaux. Et donc ça, je pense qu'à un moment, qu'on soit clair et qu'il y ait un véritable débat intra-guinéen sur la durée de cette transition, est-ce qu'on est 6, 12, 18, 24 mois, mais au moins que ce soit clair, mais qu'on s'y tienne. Ça, Bien. je pense que Oui, c'est une oui, bonne mais chose. là-dessus, est-ce que vous comprenez l'attitude de la CEDEAO qui est muette lorsqu'il y a des coups d'État, ce que nous on appelle des coups d'État civils, notamment les tripatouillages des constitutions. Elle se tait complètement là-dessus, sachant très bien que ça va devenir rapidement conflictogène. Mais est-ce que vous comprenez que la CEDEAO veut imposer un délai aux transitions et non plutôt encourager les acteurs internes à s'asseoir autour d'une table et à proposer leur propre calendrier? Vous savez, la présidence de la CEDEAO est tournante. On connaît qui est le président actuel de la CEDEAO. On sait que c'est quand même lui qui est un petit peu à la manœuvre sur l'insistance et la pression qui a été mise sur les nouvelles autorités de la Guinée. Moi, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait raison, parce que vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et que tous les coups d'État
constitutionnels ou institutionnels, ou civils comme vous dites, n'ont jamais été condamnés par la CEDEAO. On a bien vu le 3e mandat ici de Alpha Condé. Par contre, il suffit qu'il y ait des militaires qui prennent le pouvoir. Et moi, je suis désolé, mais je le répète, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, pour ce que je vois, puisque moi, je suis maintenant basé à Bamako, au Mali, ces deux pouvoirs militaires, ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine dans un coup d'État fait par une armée ou par une partie de l'armée. Quelle est leur particularité? D'abord, je vous ai dit, très peu de violence, pas du tout de contrôle de la liberté, ni d'expression, ni de mouvement. Ils ont même levé les barrages parfois. Les barrages, il y a certaines... Tout à fait. Certaines les frontières étaient populations ouvertes et tout ça. Beaucoup de choses qui étaient gelées sous l'ancien régime. La presse est libre. Tout à fait. On a libéré, et même cette les junte prisonniers est plus politiques. critiquée plus facilement par les journalistes que nous sommes. On a Tout à l'impression fait. parfois Honnêtement. que c'est plus facile de Donc, critiquer ces ouais. militaires que le régime. Elle est Bien plus entendu. réceptive, plus réceptive aux critiques. C'est l'impression vraiment qu'on a. Absolument. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y a eu la libération des prisonniers politiques. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, la CEDEAO, ce syndicat de chefs d'État, devrait être à l'écoute des peuples? Quand même. Je pense qu'une organisation sous-régionale comme la CEDEAO ou comme les autres sur le continent africain doivent être en appui, bien entendu, à la région qu'elle représente et ne pas être aussi sourde que cela par rapport... et en Comme- plus, n'oublions pas, par rapport au Soudan, est-ce que vous avez vu une seule manifestation de la population? Bon, peut-être qu'il va y en avoir plus tard, parce que les gens vont être un peu fatigués ou les gens vont être impatients. Mais est-ce qu'on a vu une seule manifestation de la population contre ou le coup d'État au Mali, avec le colonel Goïda, ou le coup d'État ici en Guinée avec C'est le colonel le contraire. Doumbouya. C'est le contraire qui s'observe. C'est l'adhésion populaire, l'adhésion des populations. Sauf que l'autre particularité, le président dessus est en détention et au Mali, Ibeka n'est pas en détention. Ouais, votre égard sur le cas Alpha Condé qui est revenu Quel dans sort le communiqué de la CEDEAO qui exige sa libération sans délai et sans condition. Oui, mais ça, je pense que c'est évidemment une posture un peu légitime de la part de la CEDEAO qui dirait le contraire. Maintenant, moi, je pense que c'est à la justice, de véritablement se prononcer sur tous ces anciens dignitaires du régime du président Alpha Condé. Alors, pas une justice militaire, mais une vraie justice civile. Et c'est là, par exemple, aussi un des travers dans lequel la transition ne devrait pas passer, c'est se substituer aux institutions civiles. Alors, il y a une justice civile, c'est elle qui va devoir, je pense, même s'il était le chef suprême des armées, le président Alpha Condé, mais n'empêche qu'il est quand même un citoyen civil, et que donc, à ce niveau-là, c'est la justice civile qui va devoir se positionner Donc, sur si on vous entend bien, les faits. il devrait d'abord répondre à la justice Ouais. avant toute Moi, autre je pense. libération. Moi, je pense. Bien. Allez, la suite avec vous, Mamadou Djambaldé. Certains observateurs trouvent que la CEDEAO est plus clémente avec le Mali, qui a eu un délai plus long pour l'organisation des élections, alors qu'elle demande à la Guinée d'aller au pas de charge vers la présidentielle dans un délai de 6 mois. Quelle est votre lecture comparée? Écoutez, entre les deux? moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est bien entendu la situation complètement différente entre le Mali et la Guinée, dans le sens où la moitié du Mali n'est pas contrôlée par l'État et par le pouvoir, même avec depuis le coup d'État, parce que le coup d'État n'a pas eu lieu hier au Mali. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a eu ce coup d'État. Et donc, je pense que cette situation avec les djihadistes au nord du Mali fait qu'il y a un regard différent de la part de la CEDEAO par rapport au Mali et par rapport à la Guinée. En Guinée, touchons du bois, nous n'avons pas vraiment cette menace terroriste et djihadiste. Ouais. Moi, je la sens même en étant à Bamako. Bien. Alors, ils ne sont pas à Bamako, on est bien d'accord, mais tout le monde en parle et tout le monde a peur, notamment quand il y a eu l'Afghanistan qui est tombé dans les mains des talibans. Tout le monde s'est dit, le prochain, ça va être le Mali. Les gens ont peur que ça puisse arriver, Bien. même si les risques sont
limité par rapport à Bamako. Mais quand même, hein, la moitié du territoire n'est pas contrôlé Par le gouvernement malien. par le gouvernement malien. Bien, cette question si tu permets, de Laïoumar Koulibaly qui suit cette émission, demandez à votre invité sur le choix politique des régimes présidentiels ou semi-présidentiels avec un premier ministre fort comme au Cap-Vert, est-ce que ce serait un bon choix pour la Guinée? Aussi, la CEDEAO demande à la junte de faire des élections rapidement alors que elle n'a pas d'argent. Qui pour financer les élections en Guinée? Est-ce qu'on pourrait aussi s'attendre à une intervention de EKES, un retour des caisses dans le contexte guinéen pour appuyer justement ce processus électoral à venir? Oui, c'est tout à fait... D'abord, sur le choix du régime moi je pense qu'il faut éviter les régimes présidentiels forts et qu'il faut avoir... Bon, alors, est-ce qu'il faut par exemple aller jusqu'à mettre un système bicaméral, c'est-à-dire à construire un Sénat en Guinée? Ça, je ne suis peut-être pas sûr qu'il faut aller jusque-là. Mais par contre, il faut clairement un pouvoir limité du président par rapport au Premier ministre, qui est garant devant, bien entendu, l'Assemblée nationale, qui aura élu une majorité et qui aura élu cette majorité sur un programme de gouvernement. Et ce programme de gouvernement devra être contrôlé par les députés. Aujourd'hui, on voit bien que le régime est vraiment présidentiel. Moi, je pense qu'il faut en effet un régime semi-présidentiel. Et surtout, il faut arrêter d'avoir un gouvernement bis, comme avait le professeur Alpha Condé. La pléthore des conseillers, la présidence. Oui, les ministres étaient sous contrôle permanent de Sékou Touré, quand même. Bien, alors, sur les élections, qui pour financer les élections, si jamais les relations entre la junte et la CEDEAO venaient à se tendre, au point que, au nom du principe de subsidiarité, que les autres institutions de la communauté internationale s'alignent sur une position de la CEDEAO et que la junte soit donc coupée qu'on lui coupe tous les vivres. Comment faire face donc au financement des élections à venir? Est-ce que on pourrait s'attendre à un retour des caisses pour appuyer ce processus? Alors, par rapport au financement, je suppose que vous avez entendu hier, à la suite de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui, avec les États membres de l'Union européenne, ont rencontré le nouveau ministre des Affaires étrangères. À la sortie de la rencontre, moi, en tout cas, il fallait même pas lire entre les lignes, c'était relativement clair. Si la Guinée est prête, évidemment, à avoir un soutien international dans, même pas uniquement l'organisation des élections, parce que ça peut être aussi un accompagnement, justement pendant la transition, pas tellement pour contrôler ce qui se passe, mais pour vraiment accompagner le Conseil national de la transition et les institutions de la République qui existent toujours et qui sont là, et qui sont, je pense, un petit peu abandonnées actuellement, ou un peu oubliées actuellement, mais c'est normal, il y avait d'autres choses à régler, mais on a un médiateur de la République qui pourrait avoir un rôle important à jouer, justement, dans cette période de transition. On a la haute autorité de la communication qui est là aussi, qu'il faut continuer à soutenir, qu'il faut encourager et appuyer, la maison de la presse qui maintenant a déménagé. Donc toutes ces institutions que EKES à un moment a soutenues entre 2013 et 2017, elles auraient besoin d'avoir un soutien. L'Assemblée nationale, même s'il n'y a pas de députés, mais il est clair qu'il y a l'administration qui est là-bas, qui va pouvoir apporter un appui au Conseil national de transition. On verra comment cela va s'organiser. Mais donc, ça, je pense qu'au niveau du financement, moi j'ai entendu que la communauté internationale, en tout cas au niveau de l'Union européenne, était prête à accompagner, y compris financièrement, la transition du colonel Doumbouya. Alors, est-ce que ça veut dire... Là-dessus, on peut compter sur EKES. Alors, après, évidemment, si la Guinée... Parce qu'on a vu ce que vous avez fait quand même un peu de temps, quand vous étiez là, en tout cas sur un financement quand même qui était relativement faible. Et cela resté quand même dans les mémoires de beaucoup de Guinéens. Est-ce que, vous êtes au Mali aujourd'hui où il y a quand même une transition, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que EKES fasse la même chose ici? Nous, on fait une offre de service d'une part au gouvernement guinéen, pour voilà, voir si vous avez besoin en effet des compétences et de l'expertise que EKES a acquises, notamment ici, y compris avec toute l'équipe guinéenne qui
qui a travaillé avec nous pendant toutes ces années-là. Après, il faudra voir évidemment avec les bailleurs de fonds s'il y a une volonté de vouloir demander à EKES, puisqu'on fait une deuxième offre de service, bien entendu, aux bailleurs de fonds, et notamment à l'Union européenne. Ça a été fait officiellement, et donc ils sont en train de réfléchir. Je pense qu'ils attendaient que le gouvernement soit formé. Je pense qu'ils attendaient la réunion hier avec le ministre des Affaires étrangères. Donc je pense que ça va se décanter dans les semaines qui viennent, sans doute peut-être avant la fin de l'année. Mais en tout cas, nous, on est évidemment prêts à revenir et même à être efficaces très rapidement, puisque nous connaissons vraiment l'ensemble. C'est bien de l'attendre de la bouche du premier responsable des caisses. Et la toute dernière question, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui, moi j'aimerais vous entendre sur le projet Pacte, le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections. Est-ce qu'il va falloir remettre un projet comme ça dans le cadre de moi je pense qu'on ne va pas faire un coupé-collé, bien entendu, de ce qu'on a fait entre 2014 et 2017. Mais il est évident qu'on va s'inspirer de ce qu'on a fait, de ce qui a marché. On a eu une évaluation externe qui a été faite, qui est tout à fait objective et qui a démontré quelques faiblesses du programme, mais aussi évidemment les forces que nous avons pu engranger. Et donc il est clair que par exemple sur la formation en leadership et prévention des conflits, nous avons formé beaucoup d'acteurs ici en Guinée pendant 3 ans, mais il est clair qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, il y a des gens qui sont partis, et donc il y a un besoin permanent, je pense, de formation permanente, c'est le cas de le dire en plus. Et donc ça, sur le leadership, sur l'appui aux institutions, moi je pense que c'est vraiment très important, parce qu'on l'a fait avec des petits moyens. C'était 50 000 € qu'on donnait à chacune des institutions, mais elles ont fait un travail remarquable avec ce qu'on leur a apporté dans le cadre de l'ancien projet. C'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer pour le futur projet. En plus, maintenant, depuis, EKES a aussi grandi depuis 2017, et Très donc bien. on a de nouvelles approches aussi en termes d'appui à la démocratie ou au processus démocratique qu'on peut tout à fait mettre en œuvre ici en Guinée, avec notamment, et ça il faudra le voir. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette transition et pour la Guinée. Grand merci à vous, M. Dominique Huerta. Je rappelle. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été disponible et d'être venu débattre de cette transition à notre compagnie. Dominique Huerta, il est représentant expert en gouvernance électorale, en gouvernance démocratique plutôt. Il était notre invité. Grand merci à vous tous, vous avez suivi. Rendez-vous demain dans cette émission avec une invitée exceptionnelle, en l'occurrence Dame Doussou Kondé, qui prendra la parole dans Mirador. Elle va s'exprimer chez nous depuis New York, depuis les États-Unis. Merci de l'attention. À demain. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mamadou Diambaldé.